Il y a des trahisons qui brisent une famille en une seule nuit. Mais ce qui se passe après est souvent bien plus cruel que la trahison elle-même. Et parfois, celui qui doit sauver des vies chaque jour n'arrive pas à sauver la sienne. Imaginez un homme qui conduit une ambulance dans les rues d'une grande ville, qui voit la mort de près, mais qui découvre un soir que c'est sa propre maison qui s'effondre. Que fait-il quand son serment de soigner se heurte à la blessure la plus intime, celle de la trahison? Et que se passe-t-il quand toute une ville commence à juger, à murmurer, à choisir son camp sans connaître la vérité? Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans votre rue en ce moment. Ici, chaque histoire commence par une faute, mais se termine toujours par un choix. Céder à la haine ou tenir la parole jusqu'au bout. Lucas était assis au volant de l'ambulance et attendait que la régulatrice lui donne la première adresse. À ses côtés s'était installé l'infirmier Thomas, tandis que derrière eux, la médecin Marie rangeait les sacs. La radio grésilla et la voix de Léa résonna, posée. « Équipe, préparez-vous, l'adresse arrive dans 1 minute. » Thomas bâilla. « Donne-moi de l'eau, j'ai la gorge sèche. » Marie lui tendit une bouteille. « Bois et vérifie le matériel. » « J'ai vérifié dans la journée, mais je vais vérifier encore. » Lucas aimait le silence avant la première intervention. Le silence rassemblait les pensées. La radio s'anima. « Rue de l'Entrepôt, numéro 12, escalier 2, douleur thoracique chez un homme âgé. Reçu. » Lucas démarra le moteur. Sur place, une femme les accueillit. L'homme était assis sur une chaise et se tenait la poitrine. Marie posa une perfusion. Thomas fixa les électrodes. Lucas aida à installer le patient sur le brancard. Peu de temps après, tout se calma. L'homme sourit, son épouse les remercia, ils repartirent. « C'est un bon début, dit Marie. Si seulement c'était toujours comme ça, marmonna Thomas. La radio les rappela et une série d'adresses s'enchaîna l'une après l'autre. Lucas travaillait avec concentration. Quand il fallait faire vite, il faisait vite. Quand il fallait être plus doux, il l'était. L'équipe s'était habituée à son rythme. Vers le matin, ils rentrèrent à la base. Léa sortit avec un dossier. « Remplissez les rapports et rentrez chez vous. » Lucas retira ses gants. « Marie, prends le registre des médicaments. Thomas, vérifie les bouteilles de rechange. » « D'accord. » Chez lui, le silence l'accueillit avec une odeur de pain chaud. Julie remuait de la bouillie. Pierre était assis à table et feuilletait un manuel. Pierre avait 14 ans. « Tu étais encore de garde de nuit ?» dit Julie sans salutation. « Selon le planning, j'en ai encore 2 d'affilée. Je suis fatigué d'attendre. On se parle le matin et le soir. Ce n'est pas assez. J'ai du travail, je ne peux pas l'abandonner. » Pierre reposa son manuel. « Tapage et entraînement. Tu peux m'emmener ? Dis-moi l'heure à l'avance. Ça commence à 16h. » Lucas acquiesça. Julie s'assit en face de lui. « Tu vois comme il grandit ? Et tu n'es presque jamais à la maison. Je le vois. J'essaie d'être présent. Mais il faut bien que quelqu'un conduise les gens à l'hôpital. Pourquoi toujours toi ? Parce que c'est comme ça que fonctionne le service. » Julie se tourna vers la fenêtre. « Parfois, j'aimerais une autre vie. Je comprends. Mais on a une maison et un fils. Tenons bon. » Pierre demanda doucement. « Se tenir à quoi ? À la norme, à ce qui n'est pas honteux. » Il accompagna Pierre à l'école, rentra, dormit quelques heures et vers le soir repartit à la base. Dans la cour, la voisine Amélie fumait. Elle croisa son regard. Encore de nuit. Julie est passée voir Chloé. Elles sont restées longtemps assises, à chuchoter. « Reçu, bonne soirée. » Dans le vestiaire, Thomas nettoyait ses bottes. « Ta voisine aime appeler tout le monde. Aujourd'hui, elle s'est disputée à cause des ordures. Elle aime l'ordre plus bruyamment qu'il ne faut. » Marie entra avec un thermos. « Il va pleuvoir, vérifiez les essuie-glaces. » Léa leur remit la liste des adresses. On commence par les appels courts, puis les quartiers éloignés. La première intervention s'avéra fausse. La deuxième, un adolescent avec la main coupée. La troisième, une femme âgée qui s'était sentie mal dans une file d'attente. Entre les sorties, Thomas demanda « Tu as mangé ?» Puis « Ne traîne pas. La nuit est longue. » Lucas mordit dans un sandwich et se remit au volant. Il parlait rarement de lui,
écoutait les autres et faisait son travail. Dans un autre quartier de la ville, Julie retrouva Chloé. Elles s'assirent près de la fenêtre. « Comment tu tiens le coup ?» demanda doucement Chloé. « Mal. J'étouffe. Lucas est à la maison comme un invité. Il est bien, mais c'est comme si je n'existais pas. Je vais te présenter à Nicolas. Il est calme. Il comprend la fatigue des autres. J'ai une famille. Tu as une famille, mais tu n'y es pas. Réfléchis. » Quelques jours plus tard, Julie et Nicolas se rencontrèrent. Ils parlaient à voix basse et brièvement. Nicolas se tenait avec assurance, mais touchait parfois sa poitrine, comme pour palper un endroit douloureux. À la question sur sa santé, il esquissa un sourire. Chacun a son lot de comprimés. On a quand même envie de vivre. Prends soin de toi. J'ai peur. La peur passera. Reste calme et ne fais pas de bruit. Ils commencèrent à se voir rarement et prudemment. Julie verrouilla son téléphone avec un code. À la maison, elle devint plus silencieuse. Pierre fit semblant de ne rien remarquer, mais un jour il demanda « Maman, tu es heureuse ?»« Je suis fatigué, j'ai besoin d'air. » Pierre partit dans sa chambre et n'en sortit pas pendant longtemps. La garde s'étirait. Lucas emmena l'équipe sur une nouvelle intervention et s'arrêta devant l'immeuble. Marie descendit la première. « C'est la panique là-haut, on y va. » Léa donna une nouvelle adresse et prévint des précipitations. « Restez près du centre, des appels répétés sont probables. » Reçu. La nuit passa le milieu. Dans l'habitacle, il faisait chaud. Thomas se taisait. Marie rédigeait un rapport. Lucas tenait le cap et ne pensait qu'à la route. Chez elle, Julie envoya un court message à Nicolas. Il répondit peu de temps après. Ils convinrent de se voir le lendemain soir. Il écrivit qu'il irait chercher des analyses et qu'il serait en retard. Elle demanda si ce n'était pas dangereux. Il répondit que tout était sous contrôle. Amélie discutait dans la cour de qui venait et quand, qui partait et quand. Elle aimait décortiquer les vies des autres et les ranger sur des étagères. Elle avait l'impression qu'ainsi, l'ordre s'installait. Vers le matin, la route devint mouillée. Lucas ralentit et freina au feu rouge. La radio cliqueta. Léa donna une nouvelle adresse et marqua une pause. Rue du Bois, numéro 15, appartement 26. Douleur thoracique, conscience confuse. Vous êtes les plus proches. Lucas répéta l'adresse et fronça soudain les sourcils. Les mots lui écorchèrent l'oreille. Quelque chose de familier avait surgi, mais il ne comprit pas d'où. Thomas le regarda. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, on y va. » La voiture accéléra. L'adresse tournait dans sa tête comme une mélodie oubliée. Lucas n'aimait pas les énigmes, mais l'énigme était déjà assise à côté de lui. Il vérifia l'itinéraire encore une fois. L'endroit n'était pas loin. Léa demanda de maintenir le contact. « Confirmez l'arrivée sans retard. » « On confirmera. » Le numéro d'appartement familier ne lui laissait pas de répit. Lucas jeta un regard à Marie et Thomas. « Vérifiez les sacs à l'avance, ça peut être sérieux. » Thomas enfila ses gants. « Prêt, pourvu que l'ascenseur fonctionne. » Marie ferma le registre. « Si l'ascenseur ne fonctionne pas, on le portera à bras. Le temps presse. » Lucas accéléra. Il ne savait pas encore qui attendait derrière la porte. Mais la sensation d'une adresse familière montait et résonnait, et de ce tintement dans sa poitrine, il eut froid. Il serra le volant plus fort. Thomas le remarqua et se tut. Avant même l'arrivée de l'équipe dans l'appartement, l'agitation régnait. Nicolas, pendant un moment d'intimité, ressentit une douleur aiguë dans la poitrine et s'assit au bord du canapé. Julie se précipita chercher de l'eau, mais il en but à peine une gorgée et pâlit. Elle composa le numéro des urgences. La régulatrice parlait posément et calmement, demandait l'âge, l'adresse, les symptômes, les médicaments. Julie répondait, se perdait, se reprenait et répétait tout point par point. La régulatrice ordonna d'ouvrir la porte, de préparer les documents et de ne pas donner de comprimés inutiles. Julie hochait la tête dans le combiné et regardait Nicolas. Elle sortit une couverture et couvrit ses épaules. Elle vérifia sa respiration et posa le téléphone à côté de lui. L'eau était sur la table, le verre tremblait dans ses mains. La voiture arriva rapidement. Lucas coupa le moteur, prit le sac et se dirigea vers l'immeuble. Thomas et Marie marchaient à côté de lui. Sur le palier, c'était silencieux.
La porte s'ouvrit et devant lui se tenait Julie. Dans la pièce, sur le canapé, était allongé Nicolas. Il se tenait la poitrine et cherchait l'air par courtes inspirations. Julie murmura « S'il vous plaît, aidez-le ». Lucas fit un demi-pas et se figea. La pensée frappa nettement et froidement. Il vit sa femme et un homme qui ne détourna pas le regard. Thomas attendait l'ordre. Marie sortait déjà le brassard. Julie se hâtait. « Il va mal, c'est le cœur. J'ai appelé les urgences tout de suite. » Lucas posa le sac près du seuil. « Nous n'entrons pas. » Marie leva les yeux. « Le temps presse. » Thomas demanda brièvement. « On travaille ?» Julie tendit la main. « Il meurt. Il mourait plus tôt, quand il t'a appelé. Maintenant, nous partons. » Nicolas prononça d'une voix rauque. « Faites ce que vous devez faire et partez. Je ne travaillerai pas dans cet appartement. Fermez la porte. » Julie s'agrippa au chambranle. « Tu es obligé. » »« Je suis obligé de ne pas transformer mon travail en torture. Écarte-toi. » Marie fit un pas en avant. « Laisse-moi entrer. Je ne peux pas le regarder suffoquer. Nous partons. » Thomas ramassa le sac et recula vers l'escalier. Lucas alluma la radio. « Appel à l'adresse partiellement exécutée. Refus d'assistance pour conflit familial. Équipe de remplacement requise. » La voix de Léa devint plus dure. « Précisez les raisons. Situation exceptionnelle. Patient conscient. Demandons un remplacement. Reçu. Restez en contact. » Julie respirait à peine. « Lucas, je t'en prie. Une piqûre, un comprimé, n'importe quoi. Puis tu pars. Vous avez déjà tout décidé. Je prends ma décision moi aussi. » Marie tenait le sac de médicaments comme s'il pesait 2 fois plus lourd. « Je ne comprends pas comment c'est possible. Comprendre n'est pas nécessaire. On sort. » Thomas ouvrit la porte plus largement. Lucas retira ses gants et sortit sur le palier. Julie resta dans l'embrasure. Nicolas était à moitié assis et grimaçait de douleur, mais ne baissa pas les yeux. Léa revint sur les ondes. Autre équipe acceptée. Arrivée minimale. Quitter l'adresse. Rapport à fournir après la garde. Reçu. Julie haussa la voix. « Si lui n'attend pas, tu pourras vivre avec ça ?» Lucas descendit d'un palier. Marie chuchota sans regarder. « Ce n'est pas correct. » Thomas ne répondit pas. Il suivait et marchait lourdement. Dehors, il faisait humide. Lucas s'assit au volant. Marie se taisait. Thomas aussi. La radio donna une nouvelle adresse, mais la voiture ne bougea pas. Marie rompit le silence. « Dis au moins un mot. Je ne peux pas rouler comme si rien ne s'était passé. » « On a fait ce qu'on a fait. » C'était pas une réponse. « D'autres viendront et feront leur travail. » Thomas intervint doucement. « Ça va être difficile pour nous tous, mais chacun a ses limites. » Marie se tourna vers la fenêtre. Entre-temps, une autre équipe monta à l'étage. Ils entrèrent sans paroles inutiles, vérifièrent la tension, donnèrent un comprimé, branchèrent l'oxygène, installèrent sur le brancard et partirent. Julie tenait la porte et répondait aux questions brièvement et posément. En chemin vers la voiture, le médecin précisa la liste des médicaments et prévint d'une possible hospitalisation de quelques jours. Julie acquiesça et ferma la porte. Thomas reçut un message d'un conducteur qu'il connaissait. Il le lut et le dit à voix haute. « Stabilisé. Il l'emmène aux urgences. État moyen. » Marie prononça sèchement. « Donc il a eu de la chance. » Lucas passa la vitesse. « On y va. » L'adresse suivante, une femme âgée dans l'escalier. Ils travaillèrent avec précision. Lucas aida à porter. Marie fit la prescription. Thomas nota les indicateurs. Quand ils eurent terminé, Marie emmena Lucas à l'écart. « Tu comprends ce qui va arriver ? » ?»« Je comprends. » Plainte, examen de la direction, tribunal. « Mais pourquoi tu as fait ça ? » ?»« Parce que je suis un être humain. » »« Et le patient ? » ?»« Le patient a été sauvé. » Marie ne répondit pas. La radio les rappela à la base pour le ravitaillement. Dans la cour, le chef les attendait. Il ne posa pas de questions. Il dit seulement qu'il y aurait une conversation le matin. Léa ajouta qu'un appel était parvenu au centre de la part de la femme de cette adresse. L'appel est enregistré et transmis en haut. Dans la salle de repos, Marie posa le thermos et regarda les formulaires.
Il faut qu'on décide comment décrire ce qui s'est passé. Thomas s'assit à côté. On écrit « menace de conflit nécessitant le remplacement de l'équipe ». C'est la vérité. C'est la moitié de la vérité. Lucas s'assit en face. Le reste, je le dirai moi-même. Léa apporta les formulaires. Remplissez soigneusement. Chaque mot peut devenir un motif. Et encore. Le centre a demandé une copie des communications et le redatage. Ce sera pour le matin. La garde touchait à sa fin. Lucas vérifia les sacs, signa le registre et sortit dans la cour. Sur l'asphalte mouillé, c'était glissant. Près du fumoir, 2 jeunes infirmiers discutaient des nouvelles et le regardaient furtivement. Il ne s'arrêta pas. Chez elle, Julie était assise au bord du lit. Un court message de l'hôpital était arrivé sur l'état de Nicolas. Elle le lut et enfouit son visage dans ses mains. Les pensées couraient dans tous les sens. Maintenant, tout était dévoilé. Il faudrait parler à sa mère, à son amie Chloé, à la voisine, à elle-même. Elle comprenait que la conversation avec Lucas serait inévitable et difficile. Lucas gara la voiture sur le parking de service, rendit les clés, envoya le compte-rendu à Léa et rentra chez lui. Dans l'appartement, c'était silencieux. Pierre dormait. Sur la table était posé un mot de Julie, chez sa mère. Il rangea le mot dans sa poche et s'assit dans la cuisine. Sa tête était vide. Il ne comprenait qu'une chose. Le matin, il y aurait un examen, et il ne comptait pas l'éviter. Le téléphone s'alluma. Un message arriva d'un numéro inconnu. Un seul mot grossier. Puis un court message. Tiens bon, d'un collègue d'une équipe voisine. Il coupa le son et posa le téléphone face contre table. La nuit s'étira longuement. Le matin se préparait déjà à entrer par la porte avec des questions auxquelles il faudrait répondre sans pause et sans fioriture. L'histoire était sortie et commençait à vivre sa propre vie. Le matin commença par une convocation dans le bureau du chef. Lucas entra avec Thomas et Marie. Près de la fenêtre se tenait Léa avec des imprimés. Le chef hocha la tête et désigna les chaises. L'enregistrement de la conversation existe. Plainte de la femme de la rue du Bois. La 2e équipe a fait le travail. Le patient a été transporté. La plainte est partie au service municipal. Thomas posa le registre sur la table. On a demandé un remplacement. On a signalé une menace de conflit. Ce n'est pas suffisant. Le chef frappa sur le dossier. Dans le rapport, il est écrit que le conducteur a refusé d'entrer dans l'appartement. Marie ne leva pas les yeux. J'ai demandé qu'on me laisse entrer. On ne m'a pas laissé. Lucas prononça posément. À cette adresse, il y avait mon conflit familial. Je ne pouvais pas y travailler sans perdre le contrôle. On a un seul travail. On sauve des vies. Une enquête de service est ouverte. Explication écrite pour midi. Léa posa les imprimés des communications. Ici l'heure, la confirmation et la mention du remplacement de l'équipe. Le reste, écrivez-le en toutes lettres. Thomas demanda doucement. On indique que la 2e équipe est arrivée à temps. Indiquez-le, mais l'infraction reste. Marie se tourna vers Lucas. Je dirai ce qui s'est passé, comme c'était. C'est ce qu'il faut. Dans le couloir, des collègues les attendaient. Romain demanda d'un ton dur. C'est vrai que tu as refusé d'entrer ? C'est vrai. Ophélie leva les sourcils. On traverse tous des choses personnelles, mais une intervention reste une intervention. Thomas répondit. Aucun de nous n'a vu ce qu'il a vu sur le seuil. Attendons la commission. Romain souffla. La commission lit le papier. La conscience, c'est nous qui la lisons. Marie partit en salle de soins. Lucas s'assit et commença à rédiger son explication. Il décrivit les appels, l'escalier, la porte, les visages, le bref échange, le refus et la demande de remplacement. Pour le reste, il écrivit peu. Conflit familial, perte de neutralité, risque d'erreur. Il signa et porta le document au chef. Léa l'arrêta près de la porte. « On t'appelle du service municipal. Il leur faut un contact pour l'avocat. Donnez le numéro d'Alexandre. Il suit ce genre de dossier. » « Très bien. » Peu après, Alexandre rappela. Sa voix était professionnelle. « Je vais étudier les enregistrements et les documents. On se voit aujourd'hui. Il y a un café à proximité ? » « Oui. J'y serai dans 1 heure. » Thomas vint s'asseoir à côté. « Et chez toi ?
Calme. Julie est chez sa mère. Pierre est avec moi. Compris. Marie revint avec un thermos. À la réunion, ça va secouer. Romain rassemble des signatures pour ta suspension. Qu'il rassemble. À l'heure du déjeuner, la réunion eut lieu. Le chef commença d'un ton sec. Nous sommes un service d'urgence. Nous sauvons des vies. Mais il y a des règles. Je ne justifie ni ne condamne. J'attends les résultats de la commission. Pour l'instant, c'est comme suit. Le conducteur reste dans le planning, mais sans garde de nuit jusqu'à la fin de l'enquête. Romain ne tint plus. Comment peut-il rester? C'est un comporté à notre réputation. Thomas coupa net. La réputation s'effondre quand on ment. Il ne ment pas. Ophélie conclut. La deuxième équipe a sauvé le patient. Pour le reste, que la direction tranche. Après la réunion, un jeune infirmier, Adrien, s'approcha de Lucas. « À ta place, je n'aurais pas tenu. Accroche-toi à ton travail. » Au café, Alexandre étala les papiers. Avant la rencontre, il avait appelé Léa. Elle avait répondu d'un ton neutre. Un courrier du service municipal est arrivé. Il demande pour demain les copies des registres et l'enregistrement des communications. Je vais préparer ça. Tu dois rédiger un complément à ton explication. Précise que tu as appelé une équipe de remplacement sans délai. Je le ferai. Puis le médecin de la deuxième équipe, prénommé Nicolas, appela. Le patient est stable, en cardiologie, sous surveillance. On est arrivé à temps. Ne t'englue pas dans la paperasse, ils vont quand même t'examiner. Mais en l'absence de dommages pour le patient, ce sera plus léger. Bien reçu, merci. En écoutant ces nouvelles, Alexandre hocha la tête. Ça joue en notre faveur. Autre point, dans le code d'éthique, il existe une notion de conflit d'intérêts. On va s'y référer, mais sans en abuser. Ton objectif est de reconnaître le fait et de montrer que tu gardes la maîtrise. Rédige une courte note pour l'équipe, sans te justifier. 2 phrases pour dire que tu es là et prêt à travailler. Les gens doivent l'entendre de tout. Raconte-moi dans l'ordre. Qui a ouvert la porte? Qui a parlé en premier? Qui a pris la décision? Lucas répondait brièvement. Alexandre notait. Juridiquement, voilà. Faute professionnelle possible, mais circonstances atténuantes. Aucun préjudice pour le patient. Je ne vois pas de risque pénal, mais une sanction est probable. Un blâme ou une mutation? Devant la commission, n'évalue pas ton épouse ni l'homme qui était avec elle. Des faits sans émotion. Demande à être jugé sur les conséquences. Compris. Sur le plan familial, prépare-toi à une procédure de divorce. Ton fils a le droit de choisir avec qui vivre. Je sais. S'il y a de la pression, appelle. Près du portail, Lucas aperçut Amélie. Elle attaqua d'emblée. Toute la ville en parle déjà. J'ai dit à Chloé que ça finirait mal. Elle m'a envoyé promener. Tout l'immeuble a entendu. Pas de scène. La scène est déjà lancée. Ta femme fait les 100 pas entre sa mère et son ami. On se passera de commentaires. Le soir, Lucas récupéra Pierre à l'entraînement. Il monta dans la voiture et garda le silence. Puis il demanda. « Tu es sûr d'avoir bien fait? J'ai fait ce que j'ai pu. Je resterai avec toi. Si le divorce commence, je le dirai partout. Tu le diras quand ce sera le moment? Tu m'as entendu. » À la maison, ils dînèrent en silence. Le téléphone sonnait souvent. Certains soutenaient, d'autres s'indignaient. Lucas coupa le son. « Maman va revenir ?» demanda Pierre. « Je ne sais pas. Moi, je n'irai pas chez mamie. Personne ne t'y enverra sans ton accord. » À ce moment-là, Julie était assise chez sa mère. Celle-ci parlait d'un ton dur. « Ton mari était fiable. Ton fils n'est plus un enfant. Tu pensais à quoi? » J'étais fatigué de vivre avec les nuits. Je voulais de l'attention. Tu l'as eu. Maintenant, assume. Julie appela Chloé. J'ai besoin d'aide, je n'y arrive pas. Comment t'aider? Nicolas est à l'hôpital, son frère est furieux. Lucas est sous enquête. Tout le monde chuchote. Attends, ça va se calmer. Je ne tiendrai pas. Alors demande de divorce, c'est plus honnête que de traîner. La mère leva les bras au ciel. Ne te précipite pas. C'est trop tard. À la base, la dispute ne retombait pas. Romain rassembla 3 personnes au fumoir. Si on laisse passer ça, demain chacun fera ce qu'il veut. Ophélie répondit calmement. Personne ne laisse passer. Il y a une enquête. Ne confonds pas l'ordre et la vengeance. Adrien renchérit.
Il a rédigé une explication honnête. Attendons la commission. Marie passa devant eux. Travaillez, les patients attendent. Vers la nuit, Alexandre envoya une liste d'étapes. Préparer les copies, vérifier les formulations, être prêt pour la commission et pour un éventuel entretien au département. Lucas lut et acquiesça pour lui-même. Tard dans la soirée, Pierre passa la tête dans la chambre. « Papa, s'il y a un procès, je dirai que je vis avec toi. Dors, le procès est loin. J'ai déjà décidé. » Lucas ne discuta pas. Il éteignit la lumière dans la cuisine. La maison était calme, mais pour peu de temps. Le matin, Julie se rendit au bureau et déposa une demande de divorce. En sortant dans la rue, elle appela Pierre. Il répondit brièvement. « Je reste avec papa. » La communication se coupa. L'histoire entra dans un nouveau cycle, et il était difficile de l'arrêter. Les jours s'étirèrent entre les bureaux et les couloirs. Alexandre rassembla les papiers dans un dossier et expliqua la procédure. D'abord la commission de service, puis le procès en divorce. Lucas ne protesta pas. Il voulait terminer tout rapidement et sans mots superflus. La commission débuta tôt le matin. À la table siégeait le chef, le juriste de la base et un représentant du service municipal. Léa posa un dictaphone et prépara les imprimés des communications. Thomas et Marie attendaient derrière la porte. « Les faits nous importent », prononça le représentant. « Racontez-nous l'intervention rue du Bois. Commencez au moment de l'arrivée. » Lucas parla brièvement. Il décrivit comment Julie avait ouvert la porte, comment un homme était assis sur le canapé, comment une boule froide était montée dans sa poitrine. Il nomma la raison du refus et rappela qu'il avait demandé un remplacement sans délai. Il souligna que le patient était resté conscient. Le juriste demanda « Saviez-vous que vous enfreigniez les règles ?» J'en avais conscience. Je n'étais pas en état de conserver ma neutralité. Le chef précisa « Pourquoi n'avez-vous pas laissé entrer le médecin et l'infirmier ?» J'avais peur de craquer. N'importe quelle remarque aurait pu mener à une bagarre. Léa feuilleta les documents. La deuxième équipe est arrivée dans un court délai. Le médecin Nicolas a confirmé la stabilisation. Le transport s'est fait sans complications. Le représentant nota dans le formulaire. Aucun préjudice pour le patient établi. Infraction disciplinaire constatée. Nous poursuivons avec les témoignages des collègues. Thomas entra. Il gardait les mains sur ses genoux et regardait devant lui. Sur le palier, il y avait de la tension. J'ai vu le risque. La décision de remplacement n'a semblé raisonnable. La deuxième équipe a géré. Marie s'assit à côté de lui. J'ai demandé qu'on me laisse entrer parce que je vois le patient, pas la famille. Mais je comprends que chacun a ses limites. Je n'ai pas vu de mauvaises intentions. J'ai vu la peur de l'erreur. Léa mit en marche l'enregistrement des communications. Dans la pièce résonnèrent de courtes phrases, horodatées. Alexandre leva les yeux vers la commission. Je demande de prendre en compte que le conducteur a agi ouvertement. Il n'a pas caché le conflit. Il a fait ce qui a permis de transférer le cas à ceux qui sont libres de tout lien personnel. Le chef conclut la première partie. Avertissement par blâme. Jusqu'à la fin du mois, pas de garde de nuit, pas de mutation. Pour le reste, travailler. Alexandre adressa un signe de tête à Lucas. C'est acceptable. Maintenant, on se prépare pour le procès. L'audience pour le divorce fut fixée un jour proche. Dans le couloir, c'était silencieux. Julie vint avec sa mère. Chloé se tenait à l'écart. Pierre était debout à côté de Lucas et regardait la porte de la salle. Alexandre le prévint à voix basse. Quand le juge te posera une question, réponds honnêtement et brièvement. Dans la salle, le juge vérifia les données principales et demanda aux parties d'exposer leur position. Alexandre se leva en premier. Le mariage se dissout. Il y a un différend sur le lieu de résidence du fils. Le garçon a atteint l'âge où son avis est pris en compte. Il demande à vivre avec son père. Le père a un travail stable, assure le logement. La mère ne contestera pas l'appartement, mais insiste sur le maintien du lien avec son fils. L'avocat de Julie tenta de ramener la conversation aux gardes de nuit et à l'épisode de la rue du Bois. Le juge l'interrompit. Les relations familiales ne sont pas égales aux relations professionnelles. Nous évaluons l'intérêt de l'enfant et la stabilité du quotidien. Pierre s'avança vers la table et prononça sans trembler.
Je veux vivre avec papa. J'aime maman, mais je suis plus tranquille avec lui. Je ne veux pas changer d'école. Le juge précisa. Quelqu'un a-t-il exercé une pression? Non. Julie baissa les yeux et dit doucement. Je ne contesterai pas. Sa décision est lourde pour moi, mais je l'accepte. Le juge passa au logement. L'appartement est au nom du père? Alexandre répondit. Oui, nous avons les documents. Nous demandons qu'il soit attribué au père. Nous demandons l'établissement d'une pension alimentaire dans un montant raisonnable selon les revenus. L'avocat de Julie la regarda. Elle acquiesça avec effort. Je ne m'y oppose pas. L'important pour moi est de voir mon fils au jour fixé. Le juge conclut. Divorce accordé, lieu de résidence de l'enfant chez le père, appartement attribué au père, pension alimentaire au profit de l'enfant. Calendrier de visite à établir selon l'emploi du temps scolaire et le travail des parties. Lucas ne sourit pas, il se contenta d'acquiescer. Alexandre chuchota. On va continuer à vivre. Dans le couloir, la mère de Julie parla la première. Tu es satisfaite? Où tu en es arrivée? Julie répondit d'une voix fatiguée. Je fais ce que je comprends. Je ne demande pas de pitié. Chloé s'approcha de Lucas. Ne la torture pas. La punition a déjà eu lieu. Personne ne compte torturer qui que ce soit. Je vais m'occuper de mon fils et de mon travail. Pierre regarda sa mère. Je viendrai te voir le week-end, mais je ne déménagerai pas. Viens, je t'attendrai. Après le procès, Alexandre vérifia la liste des choses à faire. Encore un détail. Il faudra une copie du jugement pour les ressources humaines et un certificat d'horaire. Je préparerai un courrier. D'accord. Léa appela dans la soirée. Le service municipal a accepté la décision de la commission. Le blâme est enregistré. Une brève note sans nom apparaîtra sur le site. La deuxième équipe a confirmé que le patient est sorti sous surveillance. Lucas demanda « Quand est-ce que je reprends les gardes de nuit ?» Après l'expiration du délai. En attendant, rassemble les papiers et passe le briefing. Thomas arriva sans appeler. Il posa du thé sur la table et s'assit. « Je suis avec toi. » À la réunion, c'était bruyant. Romain a encore fait pression, mais les signatures pour ta suspension n'ont pas passé. Ne t'occupe pas de Romain. Laisse-le tout dire dans le vent. Marie envoya un court message. « Prends soin de toi. Je me couvrirai avec les registres si besoin. » Le soir, Lucas parla avec Pierre. « Ce sera difficile pour toi entre nous deux. Je tiendrai le coup. L'essentiel pour moi, c'est que tu ne t'effondres pas. Je ne m'effondrerai pas, mais je n'adoucirai pas ce qui s'est passé. Je ne te le demande pas. » Julie entre-temps alla voir Chloé. Celle-ci tenta de la réconforter. « On va attendre. La ville va oublier. » La ville n'oublie pas, mais je ne compte pas me cacher. Je vais aller voir ma mère. Elle a besoin de la vérité. Chez sa mère, la conversation fut dure. « Tu t'es caché derrière un autre homme et derrière ses comprimés. Maintenant, ramasse les morceaux. » Je vais les ramasser. Je veux parler à Lucas humainement, sans reproche. Tu parleras quand tu auras repris ton souffle. Pour l'instant, tais-toi. Dans la cour, la voisine Amélie rassembla des gens près du banc. Elle agitait les mains et énumérait les faits. La femme de l'immeuble a oublié ce qu'est la honte. Son mari roule et sauve des vies, et elle fait des rencontres secrètes dans les coins. Ensuite, elle crie que tout le monde est coupable. Quelqu'un objecta. Ce n'est pas à nous de juger. Amélie s'emporta. Et qui d'autre va poser des limites? On vit tous ensemble ici. Lui supportait, le fils supportait, et elle se promenait. Julie s'approcha du groupe et regarda la voisine droit dans les yeux. « Arrêtez maintenant. Je ne me cache pas. Je ne parlerai qu'à ceux qui savent écouter. » Amélie pinça les lèvres, mais se tut. La cour se calma. L'histoire ne s'était pas terminée, mais les gens virent qu'à partir de maintenant, ce ne serait plus silencieux. Nicolas sortit de soir et le lendemain demanda une rencontre. Le message arriva sec et bref. Lucas répondit tout aussi brièvement. Ils convinrent de se voir dans un petit café non loin du parc. Derrière le comptoir se tenait un barista qui s'ennuyait. Dans le coin chuchotait un couple d'étudiants. Par la fenêtre, l'eau goûtait de l'auvent. Nicolas entra sans se presser et s'assit en face. Il posa sur la table un ticket de pharmacie et une carte avec des prescriptions. « Je voulais m'excuser.
J'ai entraîné ta famille dans la boue. J'enlèverai mon chapeau, mais je n'en porte pas. Les chapeaux n'aideront pas. Je ne suis pas venu me justifier. Je suis venu dire que je pars en province. Il y a la maison de mon frère là-bas. Ce sera plus facile pour moi. Sortons dehors. Ils sortirent dans la ruelle où il n'y avait pas de caméra. Lucas s'arrêta et regarda droit devant lui. Les mots étaient inutiles. Il porta plusieurs coups précis au torse, sans trace visible, sans bruit. Nicolas se plia, appuya la paume contre le mur et expira. « Maintenant pars », prononça Lucas posément, « et ne reviens plus. » Compris. Nicolas se redressa, acquiesça et se dirigea vers la route. Il ne se retourna pas. Peu après, il envoya un court message. Billet acheté. Il partait le lendemain par le train du matin. Le même soir, le frère de Nicolas appela Julie. Sa voix était dure. « Ton mari l'a frappé. Je porte plainte. » Il raccrocha et se rendit au commissariat. Le lendemain, le téléphone de Lucas reçut un appel d'un numéro inconnu. La voix fut immédiatement reconnue. C'était l'agent de permanence du commissariat. « La plainte est enregistrée. Vous serez convoqué pour explication. Je recevrai la convocation et donnerai mes explications. » Lucas composa le numéro d'un agent de sécurité qu'il connaissait. Olivier travaillait dans une structure privée et savait parler aux gens calmement. « J'ai besoin d'un conseil. Le frère du patient a déposé plainte. Donne-moi le nom et l'essentiel brièvement, sans mots inutiles. Rencontre organisée. Les parties se sont séparées. Pas de traces, pas de témoins. Tiens-t'en à ça. Aucune rencontre en dehors du bureau, aucune conversation dans la cour, seulement la procédure officielle. S'il commence à faire pression, appelle. Je viendrai en tant que particulier et je m'assiérai dans le couloir. Ça refroidit les têtes chaudes. Reçu. Encore une chose. Dans votre service, les discussions vont bon train. On te peint en noir. Ne réagis pas. Je ne réagirai pas. À la base, les chuchotements s'intensifièrent. Romain dit près du fumoir. On dit que Lucas est lié à des gens qui règlent les problèmes par la force. Ophélie répondit calmement. On dit beaucoup de choses. Je vois comment il travaille. Il ne baisse pas les yeux. Adrien ajouta. Laissons l'inspecteur enquêter. Nous ne sommes pas des juges. Marie s'approcha. La loi est plus importante que les chuchotements. Travaillons. Thomas lança à peine audiblement en direction de Romain. Si tu veux la vérité, va au commissariat et témoigne. Tout le reste ressemble à une foire. Romain balaya l'air de la main. Chez elle, Julie cherchait un appui. Chloé posa du thé et regarda attentivement. Alors, le frère de Nicolas a porté plainte ? Oui, mais je n'ai pas vu de bagarre. Ce qui s'est passé dans la rue, je ne sais pas. Alors tiens-t'en à cette version et ne traîne pas dans les cages d'escalier. Amélie a déjà secoué la cour. Dans la cour, Amélie rassembla des auditeurs et déballait les événements par le menu. Le type sauve des vies étrangères, mais dans la sienne, il n'a pas tenu. La femme court chez son ami et chez sa mère chercher protection. L'amant part, le frère frappe à toutes les portes. Et qui est coupable ? Chacun un peu. Un passant objecta. La police va s'en occuper. On n'est pas sur une place publique ici. La place est dans le cœur de chacun, répliqua Amélie. Je veux juste que tout le monde se souvienne des limites. Julie sortit sur le perron. Ça suffit. Je n'écoute plus les analyses sur le banc. Vous avez des questions ? Venez chez moi et dites-le-moi en face. Amélie ricana, mais cette fois se tut. Au commissariat, la convocation arriva rapidement. L'inspecteur était calme. La victime est partie. La plainte a été déposée par son frère. Il parle de coups, pas de traces. Pas de confirmation médicale. Votre rapport au conflit ? On a porté plainte contre moi par colère. Je me suis séparé de cette personne après une courte conversation. Je n'ai exercé aucune pression. Pas de témoin. Je n'ai pas l'intention de me battre. Vous avez été informé de vos droits, signez. Lucas signa le procès-verbal, remercia et sortit. Dans le couloir était assis Olivier. Il se leva. Pour l'instant, tout est plein. Tiens-moi au courant. Si le frère commence à s'énerver, je lui parlerai calmement, sans menace. Les gens ont parfois besoin qu'on les écoute. Merci. Nicolas, entre-temps, était parti. Envoya à Julie un court message. Téléphone éteint,
Silence désormais. Elle relut et ne répondit pas. Puis elle appela Pierre. « Je vais partir chez maman quelques jours. Si tu veux, viens. » « Je serai à la maison. Je viendrai dimanche. On inventera un dîner. Je n'aime pas inventer. J'aime juste parler. Alors on parlera juste. » À la base, la journée se déroula comme d'habitude. Bulletins, appels, rapports. Léa remit la liste des adresses et prévint des carrefours mouillés. Marie vérifia les sacs. Thomas resserra les sangles sur le brancard. Lucas s'assit au volant et respira dans le bruit mesuré de la base. Il maintenait son attention et ne pensait qu'aux itinéraires. Les collègues le regardaient quand même. Romain lança derrière lui. « Surtout, ne t'implique pas dans des règlements de compte la nuit. » Thomas répondit froidement. « On n'a pas de règlement de compte la nuit. On a des interventions nocturnes. » Le premier appel passa rapidement. Le deuxième dura plus longtemps. Vers le soir, une pluie fine commença. Léa demanda d'être prudent à l'échangeur près du marché. Lucas confirma et ralentit. Au carrefour suivant, le feu était vert de leur côté. À droite surgit une voiture qui percuta le flanc. Le choc fut bref et violent. L'ambulance fut retournée et projetée sur le trottoir. Les sacs roulèrent sur le sol. Thomas couvrit instinctivement Marie. Celle-ci retint la boîte de médicaments. Lucas ressentit une douleur aiguë à l'épaule et au bas du dos. « Tout le monde est vivant ?»« Vivant, les ceintures ont tenu. Il y a des blessés à l'extérieur ?» Thomas regarda par la vitre brisée. « La deuxième voiture fume, mais les gens sont conscients. Un passager se tient le front. Appelez une autre équipe et un poste. » Léa intervint sur les ondes immédiatement. « Confirmez l'état. Blessures légères. Évacuation nécessaire. Les patients dans la deuxième voiture sont dans un état moyen. » Peu après arrivèrent des collègues, puis la police, puis la dépanneuse. Lucas fut installé sur un brancard et emmené à l'hôpital le plus proche. Il se taisait et comptait ses respirations pour ne pas perdre son attention. Aux urgences, l'infirmière précisa le nom et le service. Marie resta à côté et signa l'examen préliminaire. Thomas partit avec les blessés de la deuxième voiture. « On vous garde en observation », dit l'infirmière d'un ton sec. « Traumatisme des tissus mous. Contusion possible. Il faut du repos et de la surveillance. » Lucas acquiesça. On le fit rouler dans le couloir. Il capta un fragment de phrase d'une chambre voisine. La voix était familière avec un enrouement. « Le pouls fait des bonds. Suivez le protocole. » Il ne chercha pas à se soulever sur les coudes. Il demanda à l'infirmière. « Qui est dans la chambre à côté ?»« Un patient du nom de Nicolas. On l'a ramené pour un examen avant de finaliser les papiers. » Le brancard avança. L'histoire prenait un nouveau tour, et il était désormais impossible de l'arrêter. Aux urgences, ils finalisèrent l'examen et transférèrent Lucas dans une chambre d'observation. L'aide-soignant plaça le brancard contre le mur. L'infirmière nota les constantes et fixa une poche de glace sur l'épaule. Le médecin en blouse blanche regarda la radio et prononça posément « Pas de fracture, contusion, entorse. Il faut du repos, de la pommade. Des comprimés selon le calendrier. Aujourd'hui, vous ne sortez pas. Demain, on décidera de la sortie. » Lucas acquiesça. Il demanda calmement. « Nicolas est dans la chambre voisine ?»« Oui, on l'a amené pour un examen complémentaire. Plainte de trouble du rythme. Il est sous surveillance. Évitez de vous croiser. Vous êtes tous deux après des événements récents. Je ferai attention. » Quelque temps après, un jeune policier passa la tête. Il se présenta, s'assit sur une chaise et ouvrit un mince dossier. « On va éclaircir l'accident. Votre état est supportable, tête claire. Comment s'est produite la collision ? On roulait au feu vert. Une voiture a surgi de la droite, a percuté le flanc. Ensuite, on a été retourné. On a tout de suite appelé les secours. Les collègues sont arrivés vite. On n'a abandonné personne. Alcool, fatigue, distraction ? Pas d'alcool. Fatigue normale. Je tenais la route. Dans la voiture, il y avait le médecin et l'infirmier. Ils confirmeront. On va noter. Le deuxième conducteur reconnaît sa faute partiellement. Il invoque une mauvaise visibilité. On va s'en occuper, signer l'explication. Lucas signa et remercia. Le policier se leva. Et sur un autre sujet, on pourrait vous approcher ? Vous vous souvenez du droit de garder le silence jusqu'à l'arrivée de l'avocat ? Je m'en souviens. Il partit. À sa place vint le chef de service. Il était sec et précis.
Dans notre service, il est interdit de hausser le ton et d'entrer en conflit. Ce n'est pas une demande, c'est une règle. Je connais votre histoire. Je ne vais pas discuter de morale. Je suis responsable de l'ordre. Si vous provoquez une dispute, je vous sépare dans différents services et je limite les visites. J'ai compris. Le chef sortit. Au silence succéda un bref bruissement dans le couloir. Lucas demanda de l'eau et se leva prudemment. L'épaule lançait, mais c'était tenable. Il sortit dans le couloir pour se dégourdir. À la porte de la chambre voisine apparut Nicolas. Ils s'arrêtèrent à quelques pas l'un de l'autre. Nicolas prononça d'une voix sourde. « C'est drôle de te voir ici. » »« Je ne vois rien de drôle. Tu te tiens droit par habitude, mais j'ai envie de demander pourquoi tu es venu ce jour-là et pourquoi tu es parti. » »« Je suis venu parce que c'est mon travail. Je suis parti parce que c'était ma famille. Ensuite, d'autres sont venus et ont fait leur travail. Je suis vivant, mais vivre est devenu lourd. C'est devenu lourd quand tu es entré dans mon appartement sans permission. » Tous deux se tuent. Derrière eux sortit une infirmière. « Retournez dans vos chambres. Gardez les conversations pour le cabinet du médecin. » Nicolas recula. « Je vais quitter la ville pour toujours. Je ne veux plus vous voir, ni toi, ni elle. Pars et ne reviens pas. » Il retourna dans sa chambre. L'infirmière regarda Lucas. « Contrôlez-vous. Ici, c'est un hôpital, pas une cour. Je me contrôle. » À midi vint le chef de la base. Il posa un sac de provisions sur la table de nuit et s'assit à côté. « J'ai signé les documents sur l'accident. La voiture sera examinée par les experts. Vos actions ont été jugées correctes. La deuxième voiture est présumée fautive. Marie a témoigné. Thomas aussi. Tout le monde est vivant. C'est l'essentiel. Merci d'être passé. Je dois préciser les détails pour le rapport. Vitesse, distance, signal. Ensuite les formalités. Et concernant les rumeurs à la base, je suis fatigué de les entendre. Mais on ne peut pas interdire les ragots. Gardez la ligne droite. Travaillez selon le règlement. Ne répondez pas aux pics. Le reste, je m'en charge. » Reçu. Le chef regarda le bandage. « Reposez-vous. Le service attendra un jour ou deux. » Il partit. Ensuite vint Olivier. Il s'arrêta au seuil. « Je vais rester un peu et partir. Dans le service, j'ai vu le frère de Nicolas. Il est nerveux, mais il parle déjà plus calmement. Je lui ai expliqué que la plainte sans preuve s'éteint. J'ai proposé de clore l'affaire pour ne pas recevoir de réponse en retour. » Il réfléchit. « Qu'il réfléchisse. Et voici mon conseil. Si Nicolas te parle à nouveau, ne réponds pas. Toute phrase se retournera contre toi. Le silence est la meilleure tactique. » J'ai entendu. Olivier prit le sac de pommes, le posa sur la table et se leva. « J'appellerai ce soir. S'il y a des nouvelles, je le dirai. Si besoin, je reviendrai et je m'assiérai dans le couloir. » Parfois, il est important pour les gens de voir qu'il y a un observateur calme à proximité. Merci. Après l'heure du repos, Marie entra dans la chambre. Elle posa des fleurs dans un gobelet en plastique. « Tu tiens le coup ?»« Je tiens. J'ai parlé avec le médecin de la chambre voisine. Il te demande de ne pas aller dans le couloir sans nécessité. Il vaut mieux pour eux de ne pas se croiser. J'en prends note. » À la base, les chuchotements continuent. Romain a lancé un nouveau débat, mais Ophélie maintient l'équilibre. Thomas n'intervient pas, il fait juste son travail. Léa a dit que les rapports sur l'accident ont été acceptés sans objection. Bien. Quand tu sortiras, ne te précipite pas en garde de nuit. On a besoin d'un conducteur vivant, pas d'un héros. Je comprends. Vers le soir se présenta un policier du groupe chargé de la plainte du frère de Nicolas. Il était plus âgé et regardait attentivement. « Nous avons vérifié la plainte. Pas de confirmation médicale, pas de description, seulement des suppositions. Êtes-vous prêt pour une confrontation si le plaignant change d'avis et ne retire pas la plainte ? » Prêt. Mes mots ne changeront pas. Le plaignant semble prêt à retirer le document. On a parlé avec lui. Il ne veut pas gaspiller ses nerfs. Mais il se réserve le droit de revenir sur la question. Si vous provoquez, je ne compte pas provoquer. D'accord ? Il partit. Lucas ferma les yeux et prit plusieurs respirations profondes. Tard dans la soirée, Pierre appela. Il parla directement.
Papa, avec la classe, on prépare un tournoi. On me met en défense. Tu viendras ? Je viendrai si on me laisse sortir. Sinon, Thomas viendra. Je vais m'arranger. C'est toi qui m'apportes, mais je tiendrai même sans toi. Seulement ne fais pas semblant que tout va bien si ça va mal. Je ne fais pas semblant. Ça va mal, mais on tiendra. Alors à dimanche, après la conversation, le téléphone sonna à nouveau. Un numéro inconnu se présenta d'une voix calme. « C'est le père Paul. On m'a dit que dans votre famille, il y a des douleurs et des disputes. Je ne m'impose pas. Si vous souhaitez, venez. Je suis prêt à écouter. » Julie a demandé de transmettre qu'elle veut parler non du passé, mais de l'avenir de votre fils. J'ai compris. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à parler. C'est honnête, la porte est ouverte. Il raccrocha. Peu après, arriva un court message d'une connaissance commune. Le message ne contenait que quelques mots. Julie demande une rencontre par l'intermédiaire d'amis. Elle souhaite une réconciliation, au moins pour une conversation apaisée. Lucas ne répondit pas. Il posa le téléphone sur la table de nuit et ferma les yeux. Derrière le mur, quelqu'un toussa doucement. Le couloir se tut. La nuit à l'hôpital dura, régulière et avare. Mais déjà se préparaient de nouvelles tentatives de réconciliation, de nouvelles supplications et de nouvelles épreuves de résistance. Arrêter cette chaîne était impossible. On ne pouvait que la traverser en gardant la ligne droite et ferme. Le matin, le médecin autorisa la sortie de Lucas en suivi ambulatoire. Il signa les papiers et sortit de l'hôpital d'un pas régulier. L'épaule lançait, mais tenait. Sur le perron, le père Paul appela. « Je suis près de l'église. Si vous voulez, on se voit dans la cour. » « Je viendrai plus tard. J'ai promis de passer voir des amis. » Le soir, on l'appela au salon chez Denis et Clara. Ils avaient aussi invité Julie. Elle arriva plus tôt et était assise au bord du canapé. Sur la table étaient posées des tasses, mais personne ne buvait. « Parlons affaires, » commença Denis. « On vous connaît depuis des années. Tout le monde fait des erreurs. Mais on peut trouver une issue apaisée. » Julie leva les yeux. « Je veux demander pardon. Je ne me justifie pas. Je reconnais ma faute. Je suis prête à supporter le froid aussi longtemps qu'il le faudra. Donne-moi juste la possibilité de parler de notre fils calmement. » Lucas s'assit en face. « De notre fils, on parle déjà calmement. Tout le reste est fermé. Je veux retrouver la confiance. La confiance est morte, elle ne ressuscite pas. Les traîtres n'ont pas de pardon. » Clara intervint doucement. « Nous ne sommes pas un tribunal, nous sommes des amis. Peut-être vaut-il mieux faire une pause et réessayer ensuite. » La pause a déjà eu lieu. Le résultat est connu. Julie serra les doigts. « Je ne demande pas de rétablir le mariage. Je demande de ne pas me jeter en pâture aux gens. Je veux travailler et vivre sans stigmate. Le stigmate, tu te l'as infligé toi-même. Je ne vais pas me venger par des rumeurs, mais je ne te défendrai pas non plus. » Denis ramena la conversation aux choses pratiques. « Vous avez un enfant en commun, il faut des règles. Écrivez un calendrier de visite. Transmettez par messagerie seulement ce qui concerne votre fils. Le reste ne se discute pas. » « D'accord, » acquiesça Julie. « J'enverrai la liste des jours. J'arriverai à l'heure et partirai à l'heure. » Lucas hocha la tête. « Envoie. Je n'empêcherai pas Pierre de te voir. » La soirée se termina sans cri. Julie chuchota à la porte. « Merci d'être venu. On a parlé de notre fils, seulement de ça. » Il sortit dans la nuit et roula vers l'église. Le père Paul attendait près du portail. Ils allèrent s'asseoir sur un banc dans la cour. « Tu es dur, » dit le prêtre. « Je respecte la fermeté, mais la dureté blesse aussi celui qui la porte. Je ne suis pas dur, je suis honnête. Si je dis que je pardonne, je mens, et le mensonge nous détruira avec mon fils. Pardonner n'est pas écarter les bras, c'est reconnaître la faiblesse d'autrui et la laisser de côté. Je ne suis pas prêtre, je suis père. Ma tâche est de mettre mon fils sur une route droite. Pour cela, il faut des règles. Les règles sans miséricorde se transforment en fouet.
La miséricorde sera pour mon fils. Pour le traître, il n'y en a pas. Le père Paul soupira. J'ai entendu. Alors demande non le pardon, mais la clarté et la force de tenir parole, sans haine. C'est ce que je fais. Ils se levèrent et se serrèrent la main. Le prêtre ajouta : Si Julie demande la confession, je l'accueillerai. Je ne vais pas m'immiscer dans votre conflit. Je serai là pour votre fils, s'il passe. Merci. À la base, le lendemain, l'atmosphère était tendue. Romain, à la rencontre avec Lucas, ne salua pas. Dans le vestiaire, il lança fort. Aux héros des accidents les honneurs, et à qui l'honneur, les réductions. Thomas répondit calmement. Arrête de piquer, le travail attend. Romain s'approcha. J'en ai marre de ces règles. Il se prend pour un juge. Adrien se mit entre eux. Recule. Passer au personnel, c'est de la faiblesse. Romain le poussa à l'épaule. Adrien répondit par une poussée à la poitrine. Le bruit attira des gens de la pièce voisine. Le chef entra d'un pas vif. Vite, à vos places. Si je revois une bagarre, je signe des ordres pour tout le monde. Romain se détourna et partit vers la voiture. Adrien expira et s'assit. Thomas lança brièvement. On tient le rang, on n'a pas le temps pour le marché. Marie entra plus tard et se mit à ranger les sacs. Aujourd'hui, 3 appels dans les quartiers proches et 1 éloigné. Léa a demandé d'être en contact plus souvent que d'habitude. Léa confirma par radio. Charge accrue, aucun retard. Signez les rapports immédiatement après chaque appel. Ils travaillèrent sans accroc. Entre les adresses, Olivier envoya un message. Le frère de Nicolas est prêt à retirer la plainte. Peu après, Olivier lui-même appela. Il a accepté, mais il y a une nouvelle vague d'intérêt. Quelqu'un pose des questions au commissariat, on s'interroge sur tes relations. On m'a informé discrètement. À ta place, je n'irai pas seul aux rencontres tardives, et en général, moins de conversations dans les couloirs. Je prends note. S'il t'appelle pour un entretien, appelle-moi et Alexandre, ne joue pas au héros. D'accord. Le soir, la tante de Lucas appela. Parle plus doucement avec Julie pour Pierre. C'est dur pour lui de voir votre tension. Je ne fais pas de scène. Je vis juste séparément et j'exécute la décision du tribunal. Mais tes mots, les voisins les entendent. Ils les répètent aux enfants. Les enfants les racontent à Pierre. C'est douloureux. Je vais parler avec Pierre et lui expliquer que les disputes d'adultes ne sont pas pour la cour d'école. Explique-lui et essaie de mettre moins de fer dans tes paroles. Lucas retrouva son fils au stade. Pierre lançait le ballon et le rattrapait au rebond. Il s'arrêta. Dans ma classe, ils ont débattu de toi et de maman. J'ai arrêté la conversation, mais le bruit continue. Tu as bien fait. Je vais parler au professeur principal. Qu'ils arrêtent les chuchotements. Pas besoin de t'en mêler, je me débrouillerai seul. Seulement ne te dispute pas avec les gens devant moi. Je respire mieux comme ça. Je vais essayer. Ils rentrèrent à la maison. Dans la cour, Amélie les accueillit. Elle mit la main sur sa poitrine. Je comprends que mes paroles vous déplaisent, mais il fallait finir plus discrètement. Arrêtez de discuter la douleur des autres. Laissez les gens vivre. Je vais essayer, mais la langue est difficile à retenir. Retenez-la. La nuit, Lucas triait des papiers avec Alexandre. L'avocat marqua des vignes au crayon. La partie officielle est close, mais on ne commande pas aux rumeurs. Je conseillerais de demander un transfert vers une autre base. Ça baissera la température. Je déposerai une demande après la vérification sur l'accident. Correct. Le matin, un homme inconnu en costume gris entra à la base. Il se présenta comme inspecteur du service municipal. Le chef le conduisit dans son bureau et appela Lucas. L'inspecteur ouvrit un dossier. Une plainte anonyme est arrivée. Elle dit que vous travailleriez au noir pour des gens à la réputation sombre et que vous réglez les affaires d'autrui par la force. La source n'est pas indiquée. Pas de fait. Mais je suis obligé d'ouvrir une enquête. On va passer en revue les points tout de suite. Le bureau devint étroit. Autour, les collègues se turent. Lucas s'assit en face et leva les yeux. Prêt à répondre ? L'inspecteur s'installa en face et déplia le dossier. Il demanda posément. Y a-t-il des preuves que vous travaillez au noir pour des gens à la réputation sombre ? Non, j'ai un seul travail. Je conduis l'équipe et j'applique le règlement.
Les sources parlent de rencontres le soir. J'ai rencontré un agent de sécurité que je connais. Il s'appelle Olivier. Il m'a donné des conseils sur une plainte. Les rencontres étaient ouvertes. Je n'ai ni pris ni donné d'argent. Y a-t-il des entrées d'argent inexpliquées? Non. Je suis prêt à donner un relevé et les horaires de garde. Pourquoi certains collègues soulignent-ils votre brusquerie dans la communication? Je garde mes distances et je parle franchement. Mais sur les interventions, je travaille selon les règles. L'inspecteur nota quelques lignes. Dans la lettre anonyme, il est question d'usage de la force. Je n'ai engagé ni frappé personne. Je garde mes distances. Après l'accident, êtes-vous prêt pour le service? Oui, après le contrôle médical. Y a-t-il eu des conflits avec des patients avant l'histoire de la rue du Bois? Il y a eu des situations litigieuses, mais pas de plainte. Les documents sont au service. L'enquête prendra un peu de temps. Évitez les conversations inutiles. Nous regardons les faits. Je comprends. L'inspecteur ferma le dossier et serra la main du chef. Dans le couloir passa un chuchotement, puis de silence. Le soir, Olivier appela. Le frère de Nicolas est prêt à retirer la plainte. Il est fatigué et a compris qu'il n'y a pas de preuves. J'ai aidé à rédiger une brève déclaration sans formule accusatoire, qu'il dépose une demande de retrait. Il l'a déjà déposée. Je suis là. Et souviens-toi, ne te promène pas seul dans les cours. Notez. Et encore, s'il te convoque pour une confrontation, dis les mêmes mots. La stabilité convainc. Prise en compte. 2 jours plus tard, l'inspecteur revint avec le résultat. Pas de preuve de travail au noir. La lettre reste sans suite. La plainte est retirée. Pour l'accident, le 2e conducteur est fautif. Pour l'épisode de la rue du Bois, le blâme reste. Le chef acquiesça brièvement. Lucas répondit « Reçu ». L'inspecteur rangea les papiers. « Travaillez et ne donnez pas matière au ragot. Je noterai dans le dossier que vous êtes ouvert à la vérification. Merci. » Après le départ de la commission, le chef retint Lucas. La demande de transfert est signée. Je propose une base à l'autre bout de la ville. Il manque de conducteurs. Le chef est calme, les horaires réguliers. Je suis d'accord. On formalisera dans la semaine. Termine tes gardes et transmets les dossiers à Thomas. Montre l'itinéraire à Adrien et laisse-le rouler quelques jours en renfort. Je le ferai. Et une chose, à la réunion d'adieu, dis 2 phrases courtes. Les gens ont besoin de l'entendre. Je le dirai. Dans le vestiaire régnait le silence. Romain entra et s'arrêta à la porte. J'ai dépassé les bornes. Je bouillais et j'ai dit des choses inutiles. Je ne vais plus me mêler de ta vie. On va travailler sans accrochage. D'accord. Marie sourit avec retenue. Bien que vous ayez dit ça à voix haute, ici ce n'est pas un marché. Thomas claqua la porte de son casier. On revient aux itinéraires. Léa attend sur les ondes. À la réunion, Lucas se leva. Lucas resta dans la profession et se déclara prêt à travailler. Les histoires personnelles étaient closes. Marina acquiesça et distribua les feuilles. Chez lui, il prépara le dîner et appela Pierre à table. « Il y a des nouvelles, dit-il. On me transfère. Ton rythme à toi, on n'y touche pas. Ça me va. L'essentiel, c'est que ça devienne plus calme. Je parlerai à l'entraîneur et au professeur principal. Qu'ils refroidissent les discussions. Le mieux, c'est quand je suis juste là, tranquille. Je suis là. Il y a des règles et on s'y tient. » Ils mangèrent en silence. Puis Pierre demanda « Tu pardonneras à maman ?»« Non. Je ne sais pas me venger ni la couler. Mais je ne pardonne pas la trahison. C'est ma limite. » J'ai compris. J'irai la voir selon le calendrier. Tu as raison, c'est ta mère. Le lendemain, Lucas passa à l'école et parla avec le professeur principal. Celui-ci écouta et hocha la tête. Nous couperons court au commérage. La classe doit être occupée par les cours, pas par les ragots. Votre fils tient mieux que beaucoup d'adultes. Vous pouvez lui faire confiance. C'est déjà le cas. Julie appela le soir. J'ai entendu parler du transfert. Je regrette que tu aies dû changer de place à cause de moi. Je change de place à cause du vacarme. J'ai besoin d'un travail calme. Je cherche un nouveau poste et je respecte le calendrier des visites avec Pierre. Donne-moi une chance de garder sa confiance. Ça dépend de lui et de toi.
Le calendrier existe déjà. Suis-le. Je le suivrai. Elle raccrocha. Peu après, un message de Chloé arriva pour le remercier de son ton posé. Lucas ne répondit pas. Il rangea le téléphone et s'assit à la table avec les cahiers de Pierre. Dans la nuit, une nouvelle parvint de Nicolas. Il annonçait être parti définitivement en province, qu'il allait fermer son numéro et se soigner sur place. Il ajoutait qu'il ne reviendrait pas en ville. Lucas lut et effaça le message. Dans la cour, Amélie s'approcha seule. « On m'a dit que l'enquête ne t'a pas trouvé coupable. J'en suis contente. Je sais me disputer, mais je reconnais quand je vais trop loin. Vivons sans meeting au banc. J'essaierai. Les gens sont fatigués du bruit, et moi aussi. Alors d'accord, je m'occuperai de l'immeuble et je te laisserai tranquille. Fais comme ça. » À la base, Léa remit de nouveaux carnets de route. « Demain, c'est ta dernière garde ici, ensuite le transfert. Les anciens rapports sont clos. Je te souhaite une route tranquille. Merci. » Adrien lui serra la main. « Bonne chance. » Appelle si l'air devient lourd. Ophélie sourit. « Ne vous détendez pas sans lui, dit-elle en regardant Thomas. Il eut un petit rire. On s'en sortira. La place vide sera prise par le travail. Pendant la dernière garde, ils transportèrent une femme en crise, aidèrent un adolescent blessé, accompagnèrent un homme âgé chez le médecin. Ils travaillèrent de façon fluide, sans mots de trop. Romain présenta le brancard et hocha la tête calmement. Le soir, Lucas retrouva le père Paul devant le portail de l'église. « Vous avez choisi une ligne ferme, dit le prêtre. Efforcez-vous de la tenir sans colère. J'ai tracé une frontière et je reste dessus. Protégez votre fils. Je le protège. » À la maison, Pierre posa une dernière question. « Quand est-ce qu'on va commencer à vivre, comme d'habitude ?» C'est déjà le cas. À partir de maintenant, sans spectacle ni cri, travail, école, sport, dîner, discussion. Les histoires des autres, on les laisse derrière la porte. Je suis d'accord. Alors on avance, droit, sans dette. Lucas s'éteignit la lumière de la cuisine, vérifia la serrure et s'assit près de son fils. Devant eux s'ouvrait une vie ordinaire, sans grands mots ni promesses vides. Derrière eux restait une histoire qui avait montré le prix de la trahison et le prix de la résistance. Devant, une route sur laquelle marcher sans discours inutiles, en respectant les règles et en tenant parole. Quelques semaines plus tard, Lucas prit son poste dans la nouvelle base. Le chef l'accueillit calmement. Les horaires étaient réguliers. L'équipe travaillait sans vacarme. Il apprit vite les itinéraires. Les collègues parlaient de travail et gardaient leur distance. Cela lui convenait. Pierre s'habitua au calendrier. Il suivait le sport et les études. Le week-end, il se rendait chez Julie. Il se promenait et parlait de l'école. Il n'y avait pas de dispute. Les règles maintenaient tout le monde en ligne. Julie trouva un poste dans un autre service. Elle arrivait à l'heure, repartait à l'heure. Elle ne répétait plus les mots du passé. Elle parlait seulement de son fils et des choses à faire. Chloé écoutait et ne la poussait plus à des gestes brusques. La mère de Julie se calma elle aussi. La maison devint plus paisible. Nicolas vivait en province. Il se soignait et envoyait de rares notes au médecin. Il n'appelait plus la ville. Son frère avait retiré la plainte et s'occupait de sa propre famille. Olivier, de temps à autre, vérifiait que tout restait tranquille, puis disparaissait jusqu'à la prochaine occasion. La voisine Amélie cessa de réunir les gens au banc. Elle se consacra à la cage d'escalier et au décompte des ampoules. À ceux qui l'interrogeaient sur la vie des autres, elle répondait brièvement que ce n'était pas son affaire. Le père Paul invita un jour Pierre à une rencontre de groupe pour adolescents. Pierre vint, s'assit à table. Il écouta et répondit sobrement. Il ressortit apaisé. Lucas rentra le soir à la maison. Il mit de l'eau à chauffer et vida son sac. Il vérifia le carnet de son fils et écrivit quelques mots à l'entraîneur. Pas de paroles inutiles, seulement des actes et une parole tenue. Et c'est ainsi que l'histoire se termine, dans une lumière plus calme que celle du début. La vie ne suit presque jamais une ligne droite. Parfois même le plus solide se retrouve à choisir entre le devoir et la douleur. Les erreurs et les trahisons laissent des traces, mais la force se mesure à la capacité de garder ses frontières et de rester honnête devant soi-même et devant son enfant. Les mots des autres et les rumeurs passent.
Les décisions et la constance, elles, dessinent l'avenir. Chaque pas n'a pas besoin d'être beau, mais chaque pas doit être vrai.